Avant que cette vidéo ne commence, un grand merci à notre sponsor du jour, Red Shadow NordVPN. NordVPN est une plateforme vous permettant de surfer en sécurité sur le net en vous connectant à l'un de leurs plus de 5000 serveurs répartis à travers le monde. Protection augmentée des données, sécurité en tout genre pour surfer sur le web, et plein d'autres choses encore. Profitez dès maintenant de 68, oui j'ai bien dit 68% de réduction et de 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans, ce en tapant le code ETH via le lien affiché dans la description. Fonctionne sur Windows, Android et iOS et tout plein d'autres plateformes ainsi que sur 6 appareils différents simultanément, le tout disponible en français. Mon dieu, mais je suis français. Et je le redis, pour profiter dès maintenant de ces 68% de réduction et de 4 mois offerts, il suffit de se rendre sur le lien, toujours disponible dans la description, et de taper le code ETH, ce qui revient à seulement 3,15€ par mois, soit le prix de 3 baguettes, encore et toujours. Et en plus, c'est garanti sans risque, car tout est annulable durant ce premier mois d'utilisation offert. Mais que demande le peuple? NordVPN, le meilleur service VPN. Hey, salut à tous, ici c'est Rack, et aujourd'hui on va parler des bouffons. Et non, je ne parle pas des personnes derrière ces grosses compagnies revendiquant mes vidéos, mais des vrais bouffons, ceux connus pour divertir les cours d'Europe au Moyen-Âge et à la Renaissance. Bouffons dont nous allons voir aujourd'hui qui ils étaient vraiment. Véritables fous, acteurs, ou en réalité habiles politiciens se mêlant des affaires de la cour et faisant même chanter les autres? Eh bien, en réalité, c'est un petit peu de tout ça à la fois. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Les bouffons, aussi appelés fous du roi, apparaissent de manière attestée vers le XIVe siècle chez nous en France. Une apparition attestée qui se fait grâce aux contes des rois français, qui se mettent à mentionner dans leurs dépenses des dépenses régulières, parfois d'ailleurs bien élevées, pour des bouffons recrutés à leur cour. Bien que cette pratique du comique qui venait divertir les cours royales était en réalité bien plus que très probablement plus vieille que cela. Il y avait trop de mots dans cette phrase. Datant probablement de l'Antiquité ou du début du Moyen-Âge. Ce peut être via l'Italie, d'où provient justement le mot de bouffon, emprunté à bouffonne, de buffa, qui signifie plaisanterie, lui-même en provenance du radical buff, je sais pas comment ça se dit, qui emporte l'idée de gonflement des joues. En mode, hey, t'as vu, on fait des grimaces, on rigole, on gonfle des joues, tout ça c'est rigolo. Voilà, excusez-moi. Bon après, je sais pas parler italien, hein, je fais confiance au dictionnaire. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que c'est bien trop long et compliqué. Oui, j'ai pas envie d'aborder 2 millions de comédies. Puisque nous allons, pour simplifier, parler des vrais bouffons. Ceux connus du Moyen-Âge à la Renaissance, comme dit en introduction. C'est-à-dire plus ou moins du XIVe au XVIIe siècle, au moment du plus haut de leur popularité, où ils servaient alors dans les cours européennes, en particulier françaises, italiennes et espagnoles. Voire même d'ailleurs jusqu'au XVIIIe siècle pour les cours espagnols. Ils ont fait du rap. Alors déjà, quel type de bouffons existait-il? Eh bien, il y en avait plusieurs sortes. Les bouffons dits naturels, c'est-à-dire des personnes atteintes réellement de folie ou de maladie mentale. Les bouffons dits artificiels, se tâchant d'imiter ces premiers, mais étant tout à fait sains d'esprit. Les femmes, car oui, il y en a eu. Ceux ayant des difformités physiques diverses. Et enfin, les bouffons ayant d'autres fonctions et professions en parallèle à la cour. Mais parlons donc tout d'abord des bouffons d'origine. Ceux que l'on appelle les bouffons naturels. À la base, la très grande majorité des bouffons recrutés à la cour proviennent de personnes réellement malades mentalement. Ce sont des connaissances ou rencontres de fortune, des vagabonds ou encore des personnes directement cherchées dans des asiles. Ils sont qualifiés de simples d'esprit, capables de dire des niaiseries, ou encore de mythomanes avec une tendance à la mélancolie. Appelés folles naturelles ou folles naïs, ils servent à distraire les cours et sont moqués pour leur stupidité, ainsi que parfois pour leur laideur physique. Mais pour ce qui est du physique, j'y reviendrai plus tard. Cependant, le fait de se moquer d'un fou de cour naturel semble être de plus en mal vu au fil du temps. Cela étant perçu comme un manque de charité. Oui, c'est que se moquer des handicapés si vous voulez. En parallèle à cela, il faut savoir que la situation de fou du roi procure des avantages matériels importants qui en font convoiter plus d'un. Et oui, il n'est pas donné à tout le monde d'être nourri et logé à la cour royale. Ainsi, du fait de ces deux facteurs réunis, peu à peu, des simulateurs commencent à apparaître dans les cours, ceux en se faisant passer pour de vrais fous et obtenir ainsi la charge de fou du roi. Ce sont les bouffons artificiels. À partir du XVe siècle, au tournant du Moyen-Âge à la Renaissance, ces bouffons dits artificiels ont ainsi quasi complètement remplacé les fous naturels. La chose s'étant d'ailleurs peu à peu transformée en une véritable profession. Ces bouffons nouvelle génération possèdent l'art de la répartie et l'art de faire rire, tout en sachant bien manier le langage.
Bref, loin d'être fous, ils sont conscients de leurs privilèges et font tout pour les garder. Les souverains se mettant dès lors à posséder leurs propres bouffons attitrés, qui, sur le papier, sont les seuls de la cour à pouvoir se moquer de leurs souverains sans conséquence, ce pourtant dans un environnement rempli de codes et de flatteries. Mais ça reste sur le papier, car selon la patience des souverains, il y avait tout de même des limites à respecter. D'autant plus qu'ici, tout le monde était parfaitement conscient que ces nouveaux bouffons n'étaient pas réellement fous. Et plusieurs d'entre eux perdirent ainsi justement la vie par des vannes qui allèrent un peu trop loin. Citons par exemple l'humour de Triboulet, deuxième du nom, oui c'était un surnom courant à l'époque pour les bouffons des rois de la cour de France, qui s'était moqué des dames de la cour, ce à l'encontre de l'ordre même du roi François Ier qui lui avait interdit cela. Ce dernier, face à cette désobéissance, ayant pour punition été condamné à mort. Mais bon, vu que François il est sympa et que Triboulet l'avait bien servi, il lui avait tout de même accordé le privilège de pouvoir choisir la manière dont il allait mourir. Ça c'est gentil. Et c'est là justement que la vivacité d'esprit et de la répartie rentrent en compte, et était plus qu'indispensable, puisque Triboulet lui avait alors de suite répondu « Bon sire, par Sainte-Nitouche et Saint-Pansard, patron de la folie, je demande à mourir de vieillesse. » Une réplique et une vivacité qui fit rire le roi qui commuait ainsi la peine de mort en bannissement. En termes de bannissement, dans les cas similaires, citons aussi l'exemple de Barberousse, premier des bouffons de Philippe IV, qui, sur un mauvais jeu de mots, comparant les olives à Olivard, le nom du favori du roi, le conduc d'Olivar, Olivares, fut banni par celui-ci de la cour durant quelque temps. Comme quoi les moqueries et l'humour avaient leurs limites. Bref, la liberté d'expression des bouffons, si l'on peut dire, était ainsi limitée en fonction de leur souverain et de la protection de celui-ci. Souverain qui pouvait donc tuer, bannir, mais aussi, à contrario, sauver ou maintenir en vie son bouffon favori. Comme Francisco Bazan, le bouffon de Charles II, qui, dénoncé et emprisonné en 1679 pour propos hérétiques par l'Inquisition, bon en même temps il devait vraiment être fou pour le coup puisqu'il croyait constamment être dans le purgatoire, il l'avait d'ailleurs même ramené d'un asile et était surnommé âme du purgatoire, fut ramené à la cour par le roi lui-même 3 ans plus tard en 1682, après un détour à la prison puis l'asile, car il se languissait de ce dernier. Mais le rôle de bouffon n'était en réalité pas seulement réservé aux hommes. Et oui, puisqu'il exista aussi des cas rares mais existants de folles de la cour. Comme par exemple la dénommée Catelot, qui fut au service de Éléonore d'Autriche, la reine de France, puis de sa successeuse Catherine de Médicis. Mais comme toutes les femmes connues ayant exercé ce rôle, cette dernière avait, comme la plupart des bouffons, une particularité qui attirait l'œil. Une difformité physique. Et la plus répandue et préférée d'entre toutes auprès des cours d'Europe, c'était le nanisme. Et des nains, il y en avait beaucoup. En France, notre Triboulet qui finit banni était justement un nain. Pour ce qui est de Catherine de Médicis, en plus de sa folle Catelot, on peut voir par exemple sur le tableau de son mariage avec le duc d'Orléans, futur Henri II, un nain tenant sa robe. Chose montrant bien au passage la proximité que les bouffons avaient avec leur souverain, n'étant jamais bien loin de celui-ci. Mais là où les nains fleurèrent le plus, si l'on peut dire, c'est à la cour d'Espagne. Ah, l'Espagne et sa passion des nains. Nulle part que dans une autre cour d'Europe, il n'en a autant résidé. Celle-ci en était littéralement folle. Des tableaux en leur honneur furent d'ailleurs réalisés dans des quantités inégalées, bien plus que dans n'importe quelle autre cour d'Europe. Quand l'ambassadeur de France passa en 1628 dans les palais du roi où étaient exposés ces 10 tableaux, ce dernier ne cacha d'ailleurs pas son étonnement, puisque les tableaux de nains parcouraient un couloir tout entier avant d'accéder au bureau du roi. Un nombre de tableaux impressionnant qui s'explique par le nombre tout aussi impressionnant de bouffons recrutés à la cour d'Espagne. Entre 1563 et 1700, quelques, je cite, 123 hommes de plaisir, nains, fous, noirs et enfants, seraient ainsi passés à la cour, soit près de 1 par an pendant plus d'1 siècle. Un véritable phénomène de fascination généré par ces nains et êtres difformes et insolites pour les gens et cours de l'époque, qui est d'ailleurs sans doute à mettre en relation avec l'existence des cabinets de curiosité. Cabinets de curiosité, alors en vogue à l'époque, où l'on conservait et admirait toutes sortes d'animaux exotiques, d'objets hors du commun, d'antiquités, et qui rassemblaient aussi des collections de divers tableaux. Tableaux parmi lesquels s'étaient mis à apparaître comme sujet des personnages hors du commun, dont ceux des bouffons et des nains, qui devinrent un véritable succès et un genre pictural à part, en particulier pour les nains. Sauf que de fil en aiguille, il semble que ces peintures devinrent tellement à la mode que la cour d'Espagne finit par prendre le monopole de la chose en ayant sa propre collection de nains à la cour. Cette fois non pas en peinture, mais bel et bien vivant.
Eh oui, hein, pourquoi se priver quand on peut avoir le modèle original? Mais où en trouvait-il autant, me direz-vous? Eh bien, autant en France par exemple les bouffons devinrent, comme nous avons vu plus tôt, des imitateurs professionnels au tournant de la Renaissance, étant d'ailleurs parfois même d'ascendance noble, autant pour se procurer en bouffon et en nain, la cour d'Espagne ne se dérangeait pas et allait se procurer la grande majorité de ceux-ci directement dans les hôpitaux de fous de Saragosse et de Tolède. Comme Francisco Bazan, vu plus tôt par exemple, ramené à la base de l'asile de Tolède. Le fait que ces asiles accueillaient toutes sortes de fous sans distinction de nationalité ou d'origine était en effet une véritable aubaine pour la cour, qui n'avait plus qu'à choisir les personnes les plus hautes en couleur dans ce véritable catalogue géant. Personnes qui pouvaient d'ailleurs être renvoyées de la cour si elles ne convenaient pas. Donc oui, basiquement c'est du trafic d'êtres humains. Mais pourtant parmi ces bouffons, quelques-uns réussirent à tirer leur épingle du jeu, en profitant complètement de leur profession, voire même en accumulant d'autres. Plusieurs bouffons réussirent en effet à tirer parti de leur place à la cour. Par exemple, Langély, un ancien valet d'écurie issu d'une famille noble appauvrie, qui fut le fou du roi Louis XIII puis de Louis XIV, avait au cours de sa carrière réussi à faire éprouver une telle crainte de ses railleries et moqueries, n'épargnant personne et n'hésitant pas à humilier publiquement les convives, que les courtisans en vinrent à eux-mêmes venir acheter son silence. Un silence bien cher à payer, puisque celui-ci s'amassa ainsi en quelques années une somme considérable, estimée à 25 000 écus, soit l'équivalent actuel de plus de 2 300 000 euros. Et tu m'étonnes qu'il y en a qui se faisaient passer pour fou après ça. Cependant, ces railleries trop piquantes finirent par se retourner contre lui et il se fit chasser de la cour. Ce dernier ayant par ailleurs été le dernier des bouffons de la cour des rois de France. Ouais, ça commençait à devenir dangereux et trop coûteux ces histoires. D'autres bouffons réussirent quant à eux à tirer parti de leur position en accumulant leur rôle de bouffon à d'autres fonctions à la cour. Comme le fit par exemple Francescillo de Zioninga. Je sais pas comment ça se dit. Un tailleur à la base, qui, placé au service de la maison du duc de Béjar, de par sa réputation d'homme d'esprit, se retrouva de fil en aiguille, jeu de mots tailleur t'as vu, le bouffon de Charles Quint, profession à laquelle s'ajouta celle de homme de lettres. Ou écrivain. Ce qui lui vaudra d'ailleurs de perdre la vie avec la sortie de ses épîtres et sa chronique burlesque de l'empereur. Des ouvrages qui ridiculisaient tellement de personnes, tant parmi les figures les plus en vue de la cour impériale que les membres de la famille royale, qu'il en finit poignardé. Tout d'abord chassé par Charles Quint lui-même, après une énième vanne mal placée, et son ancien maître, le duc de Béjar, étant décédé peu après, Francescillo ne se retrouva soudainement plus protégé par personne. Et ceux qui craignaient tant ses railleries, ici, deux grands d'Espagne, un titre qui avait été créé sous Charles Quint lui-même, et qui était le nouvel échelon le plus haut de la noblesse espagnole, que Francescillo avait qualifié dans ses ouvrages, respectivement de fils de la pauvreté, sac vide et de chef des montagnes mortes sans confession, faites-vous des amis, le firent poignarder par un homme de main. Ce qui revient beaucoup moins cher que 25 000 écus. Mais ayant toujours eu le mot pour rire jusqu'à la fin, on raconte qu'à sa femme, affolée de le voir blessé, et qui demandait ce qui s'était passé, le bouffon lui avait répondu « Rien madame, si ce n'est qu'on a tué votre mari ». Enfin, pour terminer, parlons d'un dernier cas, cette fois-ci sûrement le bouffon le plus classe de la Renaissance, puisqu'il fut à la fois bouffon et soldat. Il s'agit de Jean-Antoine d'Angleray, aussi surnommé Chicot. Salut, c'est Chicot. Né en Gascogne en 1540, d'une famille non noble, il fait tout d'abord ses études au collège de Reims à Paris, avant d'entrer au service de Honorat II de Savoie comme soldat. Honorat II, de qui il devient le courrier. C'est le facteur de l'époque. Ce avant de rencontrer Charles IX lui-même, qui en fait son messager officiel. Servant donc fidèlement auprès du roi, à l'arrivée de son successeur Henri III, il change totalement de fonction et devient le fou de ce dernier. Bon alors je sais que ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une promotion. Rôle qu'il reprendra ensuite sous son troisième souverain Henri IV, et dans lequel il sera d'ailleurs décrit par ses contemporains comme acerbe et particulièrement rusé. Mais il n'est alors pas seulement le fou du roi, et oui, puisqu'il est aussi l'un de ses soldats. Ce dernier étant par ailleurs le seul faux de roi connu qui eut officiellement autant une activité politique, s'entretenant avec son souverain sans formalité, chose d'autant plus renforcée et aidée de par son statut de fou, qu'une activité militaire. Celui-ci était ainsi autorisé à porter une rapière et à combattre pour le roi. Et il fut d'ailleurs même connu pour être un combattant aguerri. En témoigne sa fin de vie. Lors de la campagne d'Henri IV contre l'armée de la Ligue catholique en 1591, Chicot se retrouva en duel face au comte de Chaligny.
Conte qui, après un combat acharné et sanglant, littéralement pour le coup, se fit désarmer et fait prisonnier par lui. Quand il découvrit, une fois en captivité, que le chevalier qui l'avait fait prisonnier n'était en réalité autre que le bouffon du roi, il aurait alors déclaré, j'en cite l'historien John Motley, que cela lui sembla être la plaisanterie la plus cuisante depuis que les fous étaient à la mode. Bien que grièvement blessé durant la lutte qui aura abouti à sa victoire, Chico décidera cependant d'accorder la liberté au comte, ce sans demander la moindre rançon. Et décédera peu de temps après, suite à ses blessures dues au combat. Ce dernier ayant jusqu'au bout exercé dans ses fonctions de soldat et bouffon. En conclusion, eh bien tout ça est bien compliqué. Tant critiqué qu'envié, faisant rire les cours comme ayant le pouvoir de faire vivre dans la peur ses courtisans, tantôt exploités, tantôt exploiteurs, tantôt moqués, tantôt moqueurs, les bouffons avaient, on peut le dire, un rôle tout à fait unique, celui de distraction au milieu d'un système qui était régi par des codes. Une sorte de mascotte de la cour, si l'on devait résumer en un mot, qui avait le droit à de nombreux privilèges, dont un unique, celui du langage, pouvant s'adresser à son souverain dans une liberté quasi inégalée avec la plupart des autres courtisans. Bien que, comme on l'a vu, il y avait tout de même quelques petites limites. Un rôle devenu une véritable profession pour certains qui sera apprécié durant toute la Renaissance, avant de finalement peu à peu être remplacé par d'autres divertissements et de totalement disparaître, passé de mode au début du XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, c'était donc un résumé qui aura tenté d'expliquer ce qu'étaient les bouffons à leur apogée en Europe. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne secondaire pour découvrir d'autres vidéos, ainsi que me soutenir sur Tipeee et Utip et me retrouver sur mes divers réseaux sociaux. Sur ce, quant à moi, je vous souhaite de vous porter bien durant les quelques jours qui restent avant la fin d'année, et l'on se retrouve donc prochainement, ou l'année prochaine, je ne sais pas encore, pour une nouvelle vidéo.